et merci de nous rejoindre pour ce nouveau débat citoyen hebdomadaire. Aujourd'hui, nous nous posons cette question: peut-on naviguer sans épuiser la mer? Que ce soit les matériaux utilisés en plaisance, les déchets, le bruit et la pollution du fret et des paquebots, les nuisances sont multiples. Comment les amoindrir et quelles initiatives pour améliorer la qualité des eaux, la santé de ceux qui les peuplent et de ceux qui les bordent, nous les humains? Voilà les questions que nous évoquerons au cours de cette émission. Avec moi autour de cette table pour en débattre, j'accueille 4 invités. Antidia Sitores, responsable du plaidoyer chez Surfrider Foundation Europe, ou porte-parole. En tant que juriste, vous agissez notamment auprès de l'Europe, de l'ONU, entre autres. Bernard Plisson, directeur stratégie et transition écologique du Grand Port Maritime de La Rochelle, 6e port de France. Fabienne Rouquayrol, présidente de l'Atlantic Cluster, vous représentez la filière nautique et navale. Et en duplex de Bayonne, Aymeric Jouon, fondateur de iClean My Sea, une entreprise dédiée à la pollution côtière, dépollution côtière. Bienvenue à tous, sentez-vous libre de débattre entre vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Cette émission est également retransmise sur les réseaux sociaux via nos pages Facebook de France 3 Poitou-Charentes, France 3 Limousin et France 3 Aquitaine. Vous êtes les bienvenus pour la commenter. D'abord, un mot rapide de chacun à propos de votre rapport à l'océan. Comment est-ce que vous le pratiquez ? En bateau, à la nage? Plutôt à la nage et aussi en kayak de mer, pas mal de randonnées sur la côte atlantique, mais aussi la Méditerranée, il faut le dire. Monsieur Plisson? La natation en pleine mer, oui, vraiment, et puis la balade au bord de mer aussi. Et vous, Madame Rouquayrol? Moi, je suis complètement contemplative, je ne pratique rien sur l'eau. Je ne fais que regarder l'océan. Et pourtant construire des bateaux aussi? Mais je construis des bateaux, mais j'y vais pas. Monsieur Jouon? Moi, je surfe, je planche à voile, je navigue à la voile, je pêche avec mes enfants. Enfin, c'est vraiment une relation fusionnelle. Voilà. Et multiple, très bien. Allez, commençons. C'est la pollution maritime la plus connue, la plus visible, parce que spectaculaire quand elle atteint nos côtes, où elle devient marée noire. Je veux parler de la pollution pétrolière, l'Erika, le Prestige, pour les plus récentes, mais il est des pollutions d'hydrocarbures discrètes. Ainsi, en ce moment, dans l'estuaire de la Gironde, c'est un pétrolier de la Seconde Guerre mondiale qui diffuse son poison. Voyez notre reportage, c'était l'été dernier déjà. L'estuaire de la Gironde est sur ses rives un bateau devenu un attrait touristique. Ce décor, Marianne et Pierre Buller le connaissent bien eux aussi, mais voilà, les effluves que dégage l'épave sont de plus en plus irrespirables. C'est gênant, c'est surtout l'odeur. Et on sait le pétrole qui est dans l'eau, c'est pas quelque chose de bien pour la nature, pour l'environnement. Et je crois que c'est pas tellement bien pour la santé non plus. Ici, il y a des litres qui s'en vont, on fait rien. Voilà. Et ils sont au courant depuis longtemps. Le Frisco pétrolier de 110 mètres de long a été coulé en 1944 par les Allemands pour empêcher les Alliés d'accoster. Depuis un mois, le maire tire la sonnette d'alarme, dans ses mains des boulettes de pétrole qui, à marée basse, remontent régulièrement des cuves. Ce que j'appréhende, c'est que cette pollution qui a commencé de manière très infime, très faible, qui s'aggrave aujourd'hui régulièrement, je crains que le phénomène s'emballe. Pour l'instant, on n'a aucun élément qui nous permet de dire que les choses vont s'arrêter ou que les choses vont continuer. Ce matin, la préfecture a fait appel aux sapeurs-pompiers de Gironde pour pouvoir effectuer des recherches. L'objectif, c'était de voir si les pompiers arrivaient à détecter un peu plus précisément l'endroit d'où proviennent les résurgences d'hydrocarbures. Et puis ensuite, on va voir de quel type d'hydrocarbures il s'agit. Et puis voir comment on agit en tout cas pour préciser l'ampleur du chantier, entre guillemets, notamment au regard des volumes. En attendant, les nombreux usagers de l'estuaire ont tous été informés de ces fuites d'hydrocarbures. Un an s'est écoulé et le problème demeure. On sait maintenant que c'est du fioul lourd qui s'échappe de cette épave et qu'il en coûterait 5 millions d'euros pour dépolluer les cuves du Frisco. Antidia Sitores, quels dégâts une fuite telle que celle-là peut provoquer ? Alors là, on a des arrivées de boulettes
progressive. Donc on n'est pas sur l'Erika ou sur le Prestige, on n'a pas un déversement d'un nombre de tonnes de litres. Le fait est qu'on peut collecter petit à petit ces boulettes. Ce qui, évidemment, serait préférable, c'est d'aller sur de la prévention et d'agir sur l'épave elle-même en procédant au pompage des volumes restants. Il est vrai qu'en plus, au contact de l'eau, les volumes d'hydrocarbures vont grossissant puisqu'ils se chargent en eau. Donc il y a forcément moins d'hydrocarbures à pomper dans l'épave qu'ils ne vont arriver sur la côte. Aymeric Jouon, vous êtes aussi docteur en océanographie, la pollution marine, vous connaissez bien. Quels effets un navire tel que celui-là produit-il ? Alors au niveau biologique, moi je ne pourrais pas m'avancer sur les répercussions. Cela dit, c'est effectivement, il vaut mieux dans tous les cas s'attaquer à la source plutôt que d'aller combattre une pollution qui du coup se diffuse, puisqu'une pollution diffuse est extrêmement complexe à collecter. Donc je rejoins Antidia Sitores sur la stratégie qui conviendrait d'adopter, c'est-à-dire d'aller vraiment sur la carène, pomper le fuel en direct. Oui. Et c'est coûteux ces opérations-là, Monsieur Plisson, d'agir Oui, c'est coûteux, tout dépend. Là, le navire a l'air quand même au bord du fleuve, donc on n'est pas dans un navire qui est à des dizaines de mètres sous l'eau. Donc certes, c'est coûteux, mais effectivement, la collecte à la source, c'est quand même la méthode la moins coûteuse, même si le chantier, ponctuellement, peut être relativement important. Est-ce qu'on détecte mieux ces pollutions aujourd'hui ? Les plaisanciers sont sensibilisés à ces questions-là aussi, Madame Rouquayrol ? Oui, tout à fait. C'est parce que c'est l'estuaire de la Gironde, c'est quand même. Enfin, moi, j'habite juste à côté de l'estuaire de la Gironde. C'est quand même un lieu où on y pêche, où on se baigne, où on se balade. Donc, effectivement, quand on commence à avoir des petites boulettes de pétrole qui remontent dans notre carrelet, on commence un petit peu à s'interroger. Donc, ou dans notre filet de pêche à bord d'un petit bateau de plaisance. Donc, effectivement, on est vigilant. En plus, ce que je trouve dommage, c'est que l'estuaire de la Gironde, c'est quand même un des rares grands estuaires d'Europe qui présente encore des zones protégées majeures. C'est quand même un parc naturel marin. Enfin, une partie de sa zone est quand même classée. Je trouve dommage qu'effectivement, il y a une inertie manifeste. Là, ça fait plus d'1 an. Oui, je trouve ça dommage. Dur. Est-ce que ça s'améliore tout de même, Bernard Plisson ? Quel progrès est-ce que vous avez pu observer pour limiter ces risques de pollution aux hydrocarbures sur la conception des bateaux ? Disons qu'effectivement, la conception des navires a bien évolué déjà depuis quelques décennies. Les navires qui transportent des matières dangereuses aujourd'hui sont équipés de double coque. Et les aléas, même s'ils existent encore, ont diminué en fréquence. Ensuite, c'est la responsabilité des autorités et des infrastructures en bord de mer d'être équipés pour être en mesure de réagir en cas d'incident le plus tôt possible, parce que c'est vraiment le mot d'ordre, en cas d'incident, que ce soit en mer ou en bord de mer. Nous, on a une astreinte 24 heures sur 24 avec des moyens qui sont susceptibles d'être déployés sur le port si jamais un incident survient. Ce sont des moyens qui ont une certaine ampleur, une certaine limite, mais néanmoins, voilà, on est capable de les déployer très vite parce que bien souvent, les premières heures, c'est comme un incendie. C'est déterminant. Monsieur Jouon, qu'est-ce que vous en pensez ? Les pouvoirs publics sont à la hauteur en termes d'action ou de moyens législatifs ? On a les moyens dont on dispose. Après, l'idée c'est effectivement de mettre en place des stratégies qui évoluent avec l'expérience, notamment en termes de dépollution aux hydrocarbures. On sait aujourd'hui, grâce à toutes nos expériences de lutte contre les pollutions diffuses, qu'il vaut mieux en fait déployer plusieurs petits navires qui travaillent de concert plutôt qu'une seule grosse unité qui coûte extrêmement cher pour être plus efficace dans la lutte contre les pollutions diffuses. Alors ça, c'est une expérience que avec l'INMA met à son profit, mais plutôt dans le domaine des plastiques en mer. On en reparlera tout à l'heure. Il y a un vide juridique de certaines zones qui échappent aux amendes, aux contraintes, dans lesquelles les navires font des dégazages. Là, en l'espèce, on a un véritable vide juridique puisqu'on ne va pas pouvoir se retourner contre le responsable de cette épave, l'armateur, qui était le propriétaire. Donc là, ici,
en l'espèce, on a un vide juridique. Ensuite, non, sur la question des marées noires, il y a des textes, il y a des responsabilités sur des dommages économiques. En revanche, les fonds qui sont débloqués en cas de marée noire ne sont là que pour compenser des aspects économiques et pas des coûts vis-à-vis de la nature, des dommages écologiques. Donc là, c'est à ce moment-là où le Code de l'environnement français a fait une avancée en reconnaissant le préjudice écologique, ce qui est une conséquence en fait de la jurisprudence Erika et qui nous permet désormais aussi de faire valoir le coût pour la nature, qui n'est pas seulement la perte de la pêche ou un impact touristique. Mais ensuite, les équipements, voilà, ils sont de plus en plus performants. Il y a aussi des équipements à bord des navires, même pour faciliter le pompage. Sur les nouveaux navires, on a ce type d'équipement. Donc on peut penser qu'il y aura moins de marées noires, en tout cas liées à la cargaison du navire, parce que c'est aussi ce qu'il faut préciser. Désormais, quand on a des accidents, plus récemment, ils ont été liés à de l'hydrocarbure propre à la propulsion du navire. Le réservoir en lui-même du bateau, pas les cuves de transport. Est-ce que les amendes sont dissuasives? Est-ce que ça se sait que la France a cet arsenal juridique et du coup, les déballastages éventuels ou autres dégazages se passent ailleurs? Alors oui, ça se sait. On a des sanctions parmi les plus importantes en Europe. On est en termes de millions au niveau pénal lorsqu'il y a à la fois l'intention et la faute qui est commise, soit par l'équipage, soit sous l'ordre de l'armateur. Et il est vrai que l'on se retrouve du coup parfois avec un dumping écologique où on va avoir soit la défense de l'armateur qui va essayer d'attraire, c'est-à-dire de ramener le cas judiciaire devant ses propres juridictions, de ne pas être jugé en France, soit effectivement on peut avoir des comportements d'armateurs, de propriétaires de navires qui ont tendance à polluer à la limite des frontières. Le cas de la Corse cet été avec cette pollution orpheline peut laisser penser que c'était la démarche recherchée de ne pas se faire prendre au large de la France, mais plutôt au large de l'Italie. Alors nous parlions du carburant qui se perd. Justement, le transport maritime est-il le plus polluant au monde? Certains titres d'articles de presse vont dans ce sens, mais ce n'est pas si simple. D'autres sources estiment que non, même si la part augmente. Qui veut réagir là-dessus? Madame Ronquerolles. On va laisser le grand port maritime parler, c'est quand même leur... Tout dépend évidemment de ce qu'on regarde, de quoi on parle. Il faut être précis quand on parle de pollution. Si on parle d'émissions de gaz à effet de serre, c'est une source majeure de préoccupation planétaire aujourd'hui. Le transport maritime doit prendre sa part, c'est très clair, mais il n'est pas le plus polluant. Les émissions de gaz à effet de serre dans le transport, c'est 30% des émissions du total du globe. Le transport des personnes, c'est 20%, le transport des marchandises, 10%. Et au sein du transport de marchandises, le transport maritime, c'est environ 3%. Donc clairement, sur les émissions de gaz à effet de serre, le transport maritime est loin d'être le mode le plus polluant. Par contre, il utilise des carburants qui posent des problèmes sur d'autres polluants que le CO2, comme par exemple le dioxyde de soufre. Il y a des progrès qui sont réalisés avec des évolutions réglementaires très fortes depuis quelques décennies. On a diminué le taux de soufre dans les carburants des navires. À quai, ils doivent utiliser du carburant à 0,1% de soufre. Néanmoins, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Monsieur Jouon, un commentaire là-dessus? Oui, alors, je pense qu'effectivement, le shipping est un mode de transport très avantageux. Maintenant, on sait tous que sans le shipping, il n'y a pas de mondialisation. Aujourd'hui, on se pose la question de la trajectoire que doit suivre cette économie mondialisée. Et peut-être qu'effectivement, le recours systématique à la délocalisation grâce à l'intermédiaire du shipping peut être remis en cause. On parle d'une augmentation, alors là vous disiez 3% des émissions de gaz à effet de serre. Dans le monde, on parle d'une évolution à 17% en 2050, avec peut-être l'ouverture d'une route plus au nord. Alors on n'espère pas la route plus au nord. Déjà, la CMA-CGM s'est engagée à ne pas l'emprunter. Alors, il faut savoir qu'elle n'est pas forcément intéressée. Pardon, CMA-CGM, donc c'est le plus gros armateur français et qui est quand même le deuxième mondial, s'est engagé à ne pas emprunter cette route du Nord.
Par ailleurs, elle n'est pas forcément intéressante économiquement pour les porte-containers. On reste sur une route qui est très coûteuse à emprunter. Donc voilà, le passage du Nord, pour l'instant, n'est pas forcément une aubaine commerciale. Néanmoins, repenser effectivement que 90% des marchandises que l'on a dans notre cuisine sont certainement passées par un navire, c'est aussi impliquer le consommateur dans cette réflexion. Et le rôle aussi de Surfrider, ça a été de challenger ces armateurs pour qu'ils réduisent leur impact, pour qu'ils aient une feuille de route de performance environnementale avec la certification Green Marine Europe que l'on a co-écrite au final avec eux. C'est quel type de contrainte, cette convention ? Alors, il y a différents critères. Il y a effectivement la réduction progressive vers une trajectoire de décarbonation des navires, la question du bruit sous-marin et de l'impact sur la biodiversité, la gestion des déchets à bord, les rejets huileux. Donc, ça prend 7 à 8 critères, y compris jusqu'à la fin de vie du navire, qui en plus a un impact social non négligeable, etc. Et nous voulions vous présenter cette alternative à la voile, cap plus au nord, dans le Finistère, à Morlaix. Une entreprise développe du fret à la voile. Donc, comment est-ce possible et pour transporter quoi ? Réponse tout de suite. 33 tonnes de cacao en provenance de République dominicaine à décharger. Après 3 mois de mer, le voilier cargo est frais comme un gardon. Parti de Saint-Malo, le navire avait les cales bien remplies. 15 000 bouteilles de vin bio français acheminées à la force du vent jusqu'à New York. Des voiliers cargo, il y en a, mais c'est des vieux gréements et je pense qu'on est les premiers à ramener autant de vin à New York à la voile depuis la Prohibition. Du coup, c'est assez cool. Et ouais, j'ai versé ma larme devant la statue quand on a ramené le bateau sur le quai à Brooklyn, là. Et Grain de Sel a sacrément tenu la route, y compris dans des mers démontées. Sur le retour, on allait dans des tempêtes où il y avait 120, 140 km/h, qui peuvent être considérés en termes de force de vent et de conditions de mer en fait, comme des ouragans. Et le bateau passait tout seul. On avait des vagues de 15 mètres avec 100 km/h de vent et on n'était pas trop mouillés et ça se passait très très bien. Le défi était ambitieux, prouver qu'il existe un transport maritime plus écolo, pari tenu. Et cette première traversée n'est qu'un début. Le projet Grain de Sel, qu'on l'a imaginé en 2010, c'est vraiment de développer des deux côtés de l'Atlantique plusieurs torréfactions et chocolateries et de coupler l'ensemble de ces sites progressivement à un navire, puis un deuxième, un troisième. Donc là, Grain de Sel 2, effectivement en design, ce sera un navire qui sera 2 fois plus long que celui-là, donc il fera 50 mètres. Et avec une capacité d'emport de 250 tonnes en cale. Une deuxième transatlantique est programmée pour avril prochain. L'entreprise prévoit de ramener 2 tonnes de café en plus du chocolat. Loïc, le capitaine, passera la main. Il restera à terre dans les bureaux d'études pour participer à la construction du deuxième bateau de la flotte. Ah, ça a l'air d'une initiative presque farfelue, mais en préparant cette émission, vous m'avez quasiment tous dit connaître cette entreprise. Votre avis là-dessus, Madame Rouquayrol ? Grain de Sel, c'est un projet, puis un bateau, surtout qu'on suit depuis quasiment le début de l'aventure. D'abord parce que c'est juste la passion de mon mari, Lalou, qui lui est marin compétiteur, mais qui rêve de ces cargos qui, depuis, en tous les cas, dans notre histoire très proche, le XVIIIe siècle, notamment l'estuaire de la Gironde, etc., on fait des grands voyages. Et en fait, pour Lalou, c'était presque sa reconversion à la retraite, de monter un cargo à voile dont il a déjà fait plusieurs plans. Donc lui, il estime qu'on devrait plutôt être sur du trimaran que sur du monocoque, parce que ça permet, enfin bon, bref, des tas de choses. Moi, je trouve que c'est une expérience assez génial. J'ai un peu peur que ça ne reste qu'une expérience, quoi. Et que, effectivement, ces phénomènes de mondialisation, un petit peu de course à l'armement, où quand on commande un truc sur Internet, il faut l'avoir 24 heures plus tard. Là, on est sur du voyage long. Donc, il faut réapprendre à attendre la chose qu'on espère, comme tous les 25 décembre, on attend le Père Noël. Donc, il faut aussi que nous, on réapprenne à attendre voilà, le cacao pour avoir une tablette de chocolat. Voilà.
Et c'est sans doute une démarche collective qu'il faut qu'on ait, et c'est pas si simple que ça. Et du coup, je trouve l'initiative absolument géniale. Je trouve ça d'un courage absolu. Je crains juste que nos modes de consommation, notre course à la performance économique tue un peu ces expériences-là, ce que je trouve dommage, quoi. Monsieur Jouon, est-ce que pour vous c'est un avenir, une utopie? C'est quoi votre regard? Je pense qu'il y a un juste équilibre entre la performance en mer et puis la performance économique, et qu'il faut arriver à équilibrer un business model pour faire en sorte que l'activité perdure. Mais je pense que le challenge, il est vraiment là, à inventer des nouveaux modèles économiques pour arriver à faire en sorte de réaliser des expériences qui certainement donneront des petits par la suite. Monsieur Plisson, votre regard là-dessus, est-ce qu'on peut imaginer des cargos avec une partie voile? Oui, alors il y a un enjeu effectivement sur le transport à la voile pour des produits à forte valeur ajoutée, avec une certaine clientèle. Et puis il y a aussi des millions de tonnes de céréales à transporter chaque année. Et on perçoit bien qu'on n'est pas tout à fait sur la même échelle. Et donc l'enjeu, c'est aussi de décarboner le transport maritime conventionnel, soit en lui apportant des voiles aussi, mais qui feront peut-être pas les 100% de l'énergie nécessaire au déplacement du navire, mais qui permettront déjà de réduire ses consommations, ou d'autres technologies de motorisation décarbonées. On parle demain de l'électricité ou des moteurs hybrides, pourquoi pas de l'hydrogène, sous réserve que la production soit verte, évidemment. Et donc voilà, je pense qu'il faut aller tous azimuts, et que chaque produit, en fonction de sa quantité et de sa valeur, doit trouver son mode de transport. Comment est-ce qu'on peut encourager ces nouvelles carburations? Alors, à La Rochelle, on a 2 façons d'encourager ces compagnies maritimes. Tout d'abord, nous, on applique un tarif en fait, qui s'appelle l'ESI, Environmental Ship Index, qui en fait permet de récompenser les navires plus vertueux du point de vue environnemental, essentiellement énergétique aujourd'hui. Donc je suis très intéressé par la démarche plus globale de Surfrider. Et donc, l'air de rien, on distribue 100 000 € chaque année en fait, de ristournes sur les droits de port aux navires les plus performants. Donc ça, c'est une première façon d'agir pour nous. Et puis une deuxième façon, c'est d'accueillir sur le port des innovations au service du transport maritime. On va, par exemple, prochainement déployer sur le port le fameux cerf-volant de la société Airseas. Le déploiement va se faire grâce à du matériel d'une société qui est implantée sur le port de La Rochelle, la société Réelle. Et donc voilà, c'est aussi notre contribution d'être accueillant pour ces innovations de façon à ce qu'elles puissent se développer. Madame Rouquayrol, ce mix de carburation, il commence à venir aussi pour le grand public, qui a un intérêt? Ah oui, je pense que c'est dans l'air du... Enfin, quand je dis c'est dans l'air du temps, j'ai l'impression de dire une énorme bêtise. En fait, je pense que ça s'impose, comme c'est en train de s'imposer un petit peu dans la voiture, dans les déplacements urbains. On réfléchit plus vertueux, on fait attention à l'endroit où on vit, comment on y vit, etc. Mais c'est la même chose avec la mer, qu'on soit professionnel ou amateur, voire amateur très averti. Donc il y a des choses qui se passent quand même dans le monde de la plaisance, notamment en termes de motorisation. Et puis, il y a des choses très intéressantes qui se passent, même en s'inspirant du monde de la nature, avec des nouvelles motorisations ou propulsions qui sont issues du biomimétisme. Donc, il y a un mouvement de fond qui se crée. Les consommateurs deviennent de plus en plus attentifs à ça, malgré tout. Ça commence à devenir une réelle demande, alors que jusqu'à présent, ça ne l'était clairement pas. Clairement, on achetait un bateau, plus il y avait de moteurs à l'arrière, plus on était content, quoi. Là, on veut avoir, c'est un petit peu ça qui devient un peu compliqué, c'est qu'on veut toujours avoir beaucoup de puissance à l'arrière, parce que quand même, c'est bien d'aller vite, mais en ayant le moins d'impact possible, quel que soit cet impact d'ailleurs, que ce soit sur le carburant qui est utilisé, le bruit, etc. Donc le monde de la filière du nautisme et du naval travaille depuis de longues années à essayer de trouver des choses pour rendre compatible ce qui semble aujourd'hui complètement incompatible. C'est pas que simple quand même. Allez, revenons au fret. Parmi les nuisances de ce commerce, il y a aussi les containers perdus en mer. 3000 containers tombés à l'eau en 2020, certains avec des matières dangereuses. C'est aussi quelque chose qui est surveillé. C'est quelque chose qui est surveillé, hélas trop fréquent. Une des grandes problématiques, c'est justement que là, pour l'instant, on n'a pas de réglementation, de convention internationale sur la prévention de la perte des containers.
Et l'avantage du conteneur, c'est qu'on peut y transporter tout. Le désavantage du conteneur, c'est quand il tombe à l'eau, c'est qu'on peut avoir de tout sur la côte ou dans les fonds marins. Donc on peut avoir aussi bien, là on voit des produits chimiques. On a eu au Sri Lanka récemment, mais aussi dans des pays du nord de la Baltique, l'échouement de conteneurs qui contenaient des microbilles de plastique, et jusqu'à 750 localités de la mer Baltique ont été polluées par ces microbilles de plastique. Donc on se retrouve au final avec un serpent un peu qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'on a une industrie du plastique parfois et très souvent du jetable qui produit à l'autre bout de la planète, et cette production tombe à l'eau et on se retrouve avec une pollution là où le consommateur n'y est clairement pour rien, puisque là c'est un défaut dans la logistique du transport de ce matériau qui aurait peut-être à ne pas être produit si on évitait aussi le plastique à usage unique. Alors justement, le plastique, c'est l'autre pollution flottante qui perturbe nos océans, nos plages. En sont envahies, l'association Surfrider Foundation organise des ramassages réguliers. Qu'est-ce qu'on retrouve de tout? Alors dans les collectes que nous faisons, on a effectivement un top 10 des déchets que l'on retrouve le plus. Alors, le premier, c'est quand même les mégots. Le deuxième, c'est tout ce qui est microplastique. Donc ça va être des plastiques qui ont séjourné dans l'eau et qui ont été réduits. Puis on retrouve énormément de bouteilles plastiques, de bouchons de bouteilles plastique. Donc, ce qui guide aussi en fait toutes nos campagnes de sensibilisation et aussi de plaidoyer en direction des institutions pour réduire à la source, parfois même interdire, et faciliter justement la réduction de la présence pour qu'un jour, en fait, on n'ait plus besoin de faire ces collectes. Nous, on ne fait pas des collectes pour nettoyer, on est assez lucide ça, bien sûr. Sur le fait qu'on ne nettoiera pas. On est là pour vraiment donner un apport scientifique, savoir combien, où, comment on fait aussi sur les fleuves, puisque ce sont des hotspots au final de ces pollutions. Et notre rôle, c'est vraiment d'avertir, sensibiliser et trouver des alternatives, y compris avec les industriels. Aymeric Jouon, j'ai repéré que vous aviez une gourde, justement. Donc oui. Vous êtes très sensible à tout ça et c'est votre credo, bien sûr, professionnel. Dites-nous en plus. Effectivement, nous, on s'attaque à la problématique des plastiques en mer avec un angle d'attaque un peu différent de celui de Surfrider. C'est vraiment de proposer un dispositif efficace, opérationnel, qu'on espère devenir industriel pour collecter ces fameux déchets en mer, alors les déchets flottants, puisque lorsqu'ils sont au fond, ça pose quand même beaucoup d'autres problèmes de collecte. Mais l'idée, c'est bien ça, c'est de fournir aux collectivités littorales et ou aux ports qui mettent en place des plans d'action pour limiter le flux de plastique qui finit dans les océans et qui, au bout d'un certain temps, n'est plus récupérable. Donc c'est vraiment notre stratégie, proposer un service complet et qui va de la détection jusqu'à la valorisation, on y viendra en courant 2022, en passant par un dispositif de collecte optimisé, encore une fois pour limiter les émissions carbone et puis l'impact de ces opérations de collecte. Alors cette collecte en mer, elle existe justement à Bayonne sur un bateau transformé pour cette mission. On regarde ce reportage. Une saison de plus pour le bateau Itchach Bellara, une saison de plus à retirer les déchets flottants au large de la côte basque. Une mission toujours aussi nécessaire. Depuis le mois de mai, près de 4,5 tonnes ont déjà été ramenées à terre. Même si les actions de sensibilisation peuvent engendrer quelques progrès, les plastiques sont encore nombreux dans notre océan. À terre, il y a quand même du changement, donc on se retrouve quand même avec moins de déchets venant de la côte quotidiennement. Mais après, il y a toujours des quantités qui sont dans l'océan et qu'il faut ramasser et qui viennent avec les courants du large. Et c'est là qu'on se retrouve avec de grosses quantités de déchets. Toutes les remontées de déchets sont enregistrées puis analysées à terre. Objectif, rendre l'action du bateau plus efficace. Développe des outils de modélisation, de prévision, de risque d'abondance de ces déchets. Donc où est-ce qu'en mer, on va avoir une zone qui est plus sujette ce jour-là à recevoir des déchets de sources diverses. Le bois est revalorisé, le reste rejoint le traitement classique des déchets via Biltagarbi. Agglo et département financent l'opération, 75 000 € par an. Les activités humaines génèrent des déchets, malheureusement on peut le regretter, le déplorer, on peut essayer de changer les comportements, mais à ce stade il est encore fondamental de continuer ce ramassage pour éviter que ces tonnes de déchets qu'on ramasse quand même finissent sur nos plages.
Chaque année, l'Itchach Bellara retire en moyenne entre 12 et 20 tonnes de déchets des eaux de la côte basque. Alors, on nous invite à changer nos comportements. Monsieur Jouon, votre collecte, elle implique le consommateur. Racontez-nous de quelle manière. Oui, c'est vraiment l'optique d'I Clean My Sea. I Clean My Sea veut dire « je nettoie mon océan » pour ceux qui ne sont pas anglophones. Et je nettoie mon océan, c'est pas Aymeric Jouon tout seul dans son coin, c'est bien évidemment avec le soutien de tous les usagers de la mer qui sont invités grâce à une application mobile gratuite et extrêmement simple d'utilisation. Lorsque l'usager de la mer se promène sur le littoral ou navigue en mer et qu'il aperçoit un déchet flottant, en 3 clics, il peut indiquer où se situent les déchets flottants. Et ça permet d'optimiser les tournées de collecte, faire en sorte que les marins soient informés de là où il y a du déchet pour pouvoir se positionner aux bons endroits et au bon moment. Mais voilà, avec Clean My Sea, c'est aussi impliquer les collectivités littorales qui, du coup, sont vraiment les acteurs qui mettent en place, qui financent le plan d'action qui suit le plan de détection. Et donc, on essaye de faire travailler tous les secteurs de la société, administration, particuliers et entreprises, pour essayer d'enrayer le flux de déchets plastiques qui, tous les ans, se déversent dans nos océans. Alors, l'idée, c'est de ramasser avant que ça ne devienne trop petit. Comment ça s'opère, cette transformation Alors, on va avoir différents effets sur ces polymères de plastique. Il va y avoir le rôle du soleil, il va y avoir le rôle des courants qui vont faire qu'effectivement, on retombe sur des débris plastiques et pas forcément sur la bouteille dans son intégralité, ce qui rend plus complexe en fait l'identification du plastique en question, du produit initial en question. Il y a certains produits qui se dégradent pas tant que ça, ce sont les cotons-tiges par exemple, qu'on retrouve très régulièrement dans leur intégralité, et certains emballages alimentaires également qui sont assez bien reconnaissables. Il y a aussi des ramassages un peu automatisés comme ce robot dans le port de plaisance de La Rochelle, on l'a aperçu brièvement tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives, Madame Rouquayrol ? Moi, je trouve que c'est bien entendu que c'est nécessaire, que c'est important, qu'il faut continuer. Mais quelque part, si au début de la chaîne, on ne prend pas conscience de l'impact de ces différents polymères, parce que dans la famille des plastiques, ils sont quand même très très nombreux, c'est une très très grande famille, avec une chimie très particulière pour chacun d'eux, donc des dissolutions des plastiques avec des polluants qui sont différents. Bon, bref, c'est très compliqué le plastique. C'est pas si simple que ça, finalement. Et il faut que l'industrie, au départ, se saisisse clairement. On peut continuer à faire du plastique aujourd'hui, mais qu'il soit bien plus compatible avec notre environnement. Et si on fait ça, on peut penser qu'à un moment donné, le consommateur, le pêcheur, l'usager de la mer, etc., aura peut-être moins de temps à passer à ramasser des bouts de plastique, que les animaux les mangeront moins, quand du coup nous on ne mangera pas les emballages qu'on aura jetés. Et les poissons. Mais ça va demander beaucoup de temps encore, et donc c'est nécessaire que des initiatives comme celle de I Clean My Sea soient menées, soutenues et largement soutenues, et ce sur tout le littoral français. Et je sais que c'est le plus grand littoral quand même. Je parle même que de la métropole. Une grande façade atlantique, comme vous le dites. Monsieur Plisson, sur le port de La Rochelle, vous êtes sur une collecte manuelle par trimestre. Quels autres efforts menez-vous sur ce plan-là ? Alors effectivement, cette collecte, en fait, elle se fait avec une entreprise d'insertion. Tous les 3 mois, on a une campagne. En fait, on fait le tour de la totalité des digues et quais du port. Ça fait 10 ans qu'on le fait maintenant, donc on connaît bien les événements météo et les zones du port à vérifier en priorité. Où ça se concentre. Donc, où ça se concentre et à quel moment. Ce qui est assez encourageant, c'est qu'en parallèle, on a une politique de réduction des déchets à terre et de tri à la source, en offrant des solutions de tri des déchets aux navires de façon très développée, en triant beaucoup de types de déchets différents. Et également, on a une politique d'entretien de nos voiries. Et donc, on constate, alors qu'on a augmenté l'effort, une diminution des volumes de déchets ces dernières années. Quasiment de déchets par dans 3. l'eau, vous voulez dire ? De déchets dans l'eau, quasiment par 3. Donc voilà, donc effectivement, la prévention à la source, alors à la production des déchets, mais même en amont, je souscris bien évidemment, éviter de produire le déchet, réduire la quantité de déchets, et c'est stratégique. En tout cas, voilà, c'est une démarche, nous, qui est collective, qui est une démarche qui s'appelle Trait Bleu, et qui est aussi, portée par le port de Plaisance, l'agglomération de La Rochelle. Et localement, on constate une diminution de la quantité de déchets
malheureusement en masse, mais malheureusement avec des petits déchets aujourd'hui qui représentent des masses plus faibles, mais qui, eux, sont plus compliqués à collecter. Plus compliqués à ramasser. Et d'autres initiatives sont menées autour du traitement des bateaux. Ces matières-là aussi sont importantes. Et le carénage, c'est un moment sensible. À Boyarville, sur l'île d'Oléron, les installations ont été repensées pour minimiser l'impact sur l'environnement. Regardez. Chaque année, à cette période, c'est le grand nettoyage de printemps. Les plaisanciers nettoient les coques de leurs bateaux. On appelle ça faire le carénage. Dans ce chantier naval du côté de Boyarville, une aire y est carrément dédiée. Ici, les eaux usées suivent un chemin au long cours, unique même en Charente-Maritime. Explication. On positionne les bateaux sur la dalle en béton. Il y a 2 caniveaux qui alimentent ce premier appareil, qui est tout simplement un dégrilleur manuel, qui vient récupérer des matières un peu grosses, qu'on peut enlever avec ce petit râteau directement là-dedans. Voilà. Ça évite de colmater trop vite le reste du système. On voit la couleur de l'eau, on vient de caréner un bateau qui est bleu, donc on voit bien ce qui sort. Voilà, c'est les algues et l'antifouling. Puisque quand vous passez le nettoyeur de pression, eh ben, ça enlève de la peinture, donc la peinture on la retrouve ici, qu'elle soit bleue, rouge, verte ou autre. Ensuite on a un système de pompe de relevage, qui est automatique et qui va alimenter cet appareil qui lui est la première grosse filtration, c'est le décanteur lamellaire tronconique qui s'appelle. C'est un petit peu comme un entonnoir, ça vient serpenter. Les bouts qui ne sont pas restés là-dedans sont stockés ici. Un camion vient à peu près également une fois par an, il y a des alarmes pour récupérer vraiment ces bouts qui elles sont retraitées en usine. Ensuite, pour le déclencher manuellement, il y a un système de filtre à sable, voilà, qui lui va enlever les fines particules. Donc là on n'a plus d'impureté dans l'eau. Et une fois qu'on a fait ça, on arrive vraiment dans la chimie. Donc là on a un traitement à base de zéolite qui va permettre d'éliminer tous les métaux lourds. C'est le premier étage. Et on a un deuxième étage avec du charbon actif qui lui va permettre d'enlever les pesticides. Alors là la machine est en train de faire son cycle. On va les rejeter directement là dans le... Et là, on a une eau qui est translucide. Alors, voilà, dans le milieu naturel. C'est là qu'il part, voilà. Elle repart dans le port. Voilà, elle repart dans le milieu naturel. Ouais. Tout à fait. Chaque année, près de 200 embarcations sont carénées ici. Avec ce système écologique hyper sophistiqué et opérationnel depuis quelques semaines, le chantier compte déjà doubler sa capacité d'accueil. On gagne beaucoup de temps. Là, on a l'eau qui est à disposition. On a vraiment tout. C'est un gain de temps pour la mise à terre, un gain de temps pour le carénage. On a tout le recyclage qui est ici, donc c'est vraiment un gain de temps énorme. C'est un bon argument, effectivement, parce que c'est vrai que les bateaux au niveau environnement et compagnie, on était un peu en retard, je pense. Donc là, c'est un vrai plus pour les clients, pour nous et pour l'image de tout. Un an de travaux et 5 ans de réflexion ont été nécessaires pour mettre en place ce système qui avale les polluants liés aux activités nautiques du chantier. C'était une volonté personnelle, on est quand même dans le bassin de Marine-Oléron. On a la chance d'avoir un chantier naval qui a les pieds dans l'eau, d'avoir un port de plaisance juste en face, un chenal qui est très fréquenté. J'avais vraiment envie de mettre quelque chose aux normes pour protéger vraiment un coin que j'aime particulièrement. Ça fait 5 ans qu'on a réfléchi là-dessus, on a mis un peu d'argent de côté, je ne vous le cache pas. On a emprunté à une époque où on avait les moyens. On a gardé cette somme justement pour le moment où on allait pouvoir déclencher les travaux. C'est très bien perçu par la clientèle. Voilà. Et les gens sont en demande de ça. Alors qu'effectivement, quand ça n'existe pas, un peu bon an mal an, ils sont un peu obligés de faire où ils peuvent. Maintenant qu'il y a des systèmes en place, ils peuvent vraiment choisir un lieu qui, effectivement, comme vous l'avez dit, est vertueux. Préserver l'environnement maritime, une démarche qui a coûté 300 000 € au chantier. Une initiative qu'a soutenue l'agence de l'eau à Dour-Garonne à hauteur de 140 000 €, car tout ce qui se passe à terre se retrouve un jour en mer. Monsieur Plisson, comment faites-vous sur le port de La Rochelle ? Alors, ce dispositif-là, il est certainement unique sur l'île d'Oléron. Voilà, mais aujourd'hui, il y a une réglementation sur ce type d'activité qui oblige à traiter les eaux avant rejet. Donc après, en fonction de la taille des aires de carénage, du niveau d'activité, j'imagine que les dispositifs sont en place ou pas. On a un dispositif qui ressemble peut-être un peu moins sophistiqué à La Rochelle, puisqu'on a un pôle de réparation et de construction navale. Après, on a beaucoup de coques en acier. Ce n'est pas tout à fait les mêmes problématiques, même si ça ressemble quand même un peu. Il y a quand même quelque chose aussi, alors je suis désolé, on se répète un petit peu, mais il y a aussi à réfléchir à qu'est-ce qu'on fait à la source.
c'est-à-dire quels sont les produits qu'on utilise. Donc nous, vis-à-vis des agents du port, sur l'entretien notamment, on a une réflexion sur la suppression des produits dangereux. C'est-à-dire à un moment, quand on a un produit, qu'on voit une étiquette qui nous dit qu'il est dangereux pour l'environnement, qu'il est cancérigène, mutagène, reprotoxique, en fait, on fait tout pour le supprimer. On n'en a plus aujourd'hui des comme ça. Néanmoins, voilà, malgré tout, il y a certains produits qui restent polluants. Et donc, du coup, on a ensuite des dispositifs de traitement des eaux. Et puis, il ne faut pas oublier que sur une zone portuaire, on a des clients. Nous, on a 80 entreprises qui sont implantées. Donc, on ne maîtrise pas la totalité des produits qui sont utilisés par les clients du port. Ça, c'est certain. Madame Roquayrol, vous, dans vos pratiques, vous êtes allé vers cette propreté, on va dire, de départ. Oui, alors nous, on a l'avantage... Enfin, je suis peut-être l'exemple du contraire, mais moi, j'ai une écurie de course au large. Donc, on fait des prototypes, des bateaux de course. Souvent, la compétition permet, comme dans la compétition automobile, hein, on va tester des choses et puis après... Des matériaux de pointe, en fait. Des matériaux de pointe, on va les performer, on va voir comment ça fonctionne. Puis ensuite, effectivement, c'est l'application dans la série qui essaye de se mettre en place. Donc nous, par exemple, dans notre chantier, on n'utilise plus ça. Il n'y a plus d'anti-fouling pour toutes les raisons qu'on vient d'invoquer, y compris d'ailleurs pour le confort de l'opérateur qui pratique ce genre de travaux sur les bateaux. Parce que là, il a juste un masque sanitaire. Mais quand on commence à attaquer sévèrement ces produits-là, à les poser, parce que là, on nettoie juste une coque, mais quand on commence à les poser, etc., les opérateurs, en termes de santé, ils sont en première ligne. Sont en première ligne. Donc nous, on ne fait plus ça. Et aujourd'hui, on utilise une solution alternative qui n'est pas encore 100% top question environnementale, mais qui au moins, évite ou protège l'opérateur, c'est-à-dire qu'il n'est plus en contact avec ses produits. Et 2, il y a zéro dilution ou dans l'atmosphère ou dans la mer. Puisqu'on utilise des stickers, en fait on colle des espèces des autocollants sur tout le long de la coque, qui sont téflonnés, etc., qui permettent de garantir pour nous, bateaux de course, une glisse supérieure, mais qui permettent aussi d'éviter d'avoir des coques sur lesquelles tous les micro-organismes vont venir s'agglomérer, se propager, etc., et quand on voit les algues qu'il y a là. Donc nous, on a tenté des expériences sur notre premier bateau de course. On a posé un sticker, on l'a sorti 5 ans plus tard. Donc une opération. Et en termes de coûts économiques, alors là, pour les chantiers, c'est sans commune mesure. Et le déchet, c'est une boule de plastique, effectivement, qui, elle, va être traitée particulièrement. Mais il n'y a pas de rejet dans l'atmosphère et il n'y a pas de rejet dans la mer. Et là, on voit effectivement des travaux qui sont faits sur des cales. Mais imaginez tous les bateaux où les plaisanciers plongent régulièrement pour aller nettoyer leur bateau sous l'eau, hein. Ils le font tous avant de sortir un bateau. Et là, tout ça, ça repart à la mer, direct, avec des produits chimiques, etc., qui ne sont pas que sympathiques, effectivement. Madame Citores, cet argument économique d'un coût meilleur, finalement, en choisissant les matériaux propres, c'est un moyen de pression? C'est un moyen de pression, c'est un moyen de solution surtout. Le premier conseil qu'on peut dire aussi, c'est d'espacer en fait ce carénage. Parce qu'en fait, il y a une double pollution. Il y a une pollution au moment où on va enlever la peinture et une pollution aussi où on va mettre la peinture. Parce qu'il y a effectivement aussi, au moment où on projette la peinture, alors moi je parle plutôt de cargo, on va avoir à peu près 30% de la peinture qui, lorsqu'elle est pulvérisée, est juste perdue. Perdue dans l'air ou perdue au moment de l'installation. Donc c'est vrai que nous, on a justement au travers de la certification un travail sur l'espacement du carénage, travailler aussi justement à la veille sur les législations, parce que ce qu'on voit aussi, c'est que de plus en plus de substances sont interdites. Il y en a une qui a été récemment interdite. Il y a eu beaucoup de bruit sur l'usage du tributylétain dans les années 80, qui a eu d'énormes dégâts sur les côtes atlantiques parce qu'il provoquer des changements de sexe chez certaines espèces marines. Donc on n'est pas sur quelque chose de cosmétique en termes d'impact environnemental, il y a un véritable impact en termes de biodiversité.
qui est peut-être moins spectaculaire qu'une marée noire, mais qui est un usage permanent qui permet l'hydrodynamisme du navire. Donc plus on va avoir des bonnes pratiques, de l'innovation, et justement les courses au large permettent cette innovation, plus on va pouvoir aussi inspirer d'autres secteurs qui sont dans le fret pour aller vers ces technologies-là. Monsieur Jouan, je vous vois acquiescer depuis Bayonne. Oui, je suis tout à fait d'accord. Hein. Les solutions, j'étais particulièrement intéressé moi par le système de stickers pour éviter d'avoir à caréner les bateaux. Alors nous, on a l'avantage d'être, en tout cas d'avoir déployé notre bateau sur des eaux qui sont à la fois des eaux douces et des eaux salées. Et du coup, on s'est rendu compte que le fouling de nos coques était vraiment assez lent. Mais dans tous les cas, il faut, lorsqu'on sort le bateau après une prestation de collecte, il faut bien nettoyer. Et donc là, on est tributaire des installations du port, qu'elles existent ou pas, pour réaliser ce nettoyage. Et bien évidemment, au fur et à mesure que l'entreprise va se développer, on va pouvoir s'intéresser à cette problématique spécifique du carénage et la manière dont on traite les produits toxiques qu'on pose ou pas sur les coques. Voilà. Alors c'est une question peu débattue, mais le bruit de la navigation a des effets néfastes sur la faune. Anthodias Torres, vous pouvez nous dire un mot là-dessus ? Alors le bruit, il faut le faire en lien également avec toute la notion du fret, puisqu'on a des lignes de trafic, des autoroutes de la mer, et dans ces endroits-là, pour les espèces marines, c'est comme si on avait un brouhaha constant. Donc c'est comme si chez vous, il y avait tout le temps la télé allumée, mais sauf que ça va au-delà de cet impact, ça peut jusqu'à provoquer des lésions, et aussi ça a des tendances à perturber en fait la communication entre les mammifères qui parfois loupent leur migration, s'échouent. Donc il y a de plus en plus d'études liées à ce bruit sous-marin, et le réchauffement climatique fait que la pénétration du son dans l'eau est de plus en plus importante. Donc même à une constante d'impact, on est en train d'avoir plus de dommages pour la biodiversité. Donc là-dessus, il y a des actions qui peuvent être menées. On parle de retravailler le design des hélices, par exemple, des navires, réduire la vitesse des navires, qui est un autre élément. Donc, ce n'est pas forcément une révolution technologique. Il y a des bonnes pratiques que certaines compagnies ont déjà mis en place et permettent, ou parfois d'éviter tout simplement certaines zones de migration, permettent de réduire l'impact pour la biodiversité, qui finalement est aussi notre poumon pour les siècles à venir. Donc autant en prendre soin dès maintenant. Monsieur Plisson, Casefort fait le port de La Rochelle sur cette notion du bruit. C'est une problématique qui est apparue il y a quelques années, qui était mal connue et qui commence à être médiatisée, à être connue, et effectivement les recherches se développent. C'est peut-être la dernière thématique environnementale qui a été développée par rapport aux autres, les polluants qui sont plus connus. Nous, notre responsabilité, on émet du bruit subaquatique, en particulier quand on fait des travaux maritimes en tant que port. Donc, quand on fait des études d'impact aujourd'hui en prévision de travaux, c'est un sujet qu'on intègre et on se fixe des seuils maximaux de bruit en fait à émettre. Et donc, on appelle les entreprises à avoir des garanties en termes de résultats sur les émissions sonores en mettant en place des dispositifs ou des techniques moins bruyantes. Alors chez nous, ça ne va pas être la circulation des navires, ça va être le forage de pieux par exemple. Donc en interdisant certaines techniques ou en mettant en place des systèmes d'écran, on arrive à avoir des résultats et à les mesurer de façon à ne pas impacter en fait les pertuis. Les pertuis charentais, c'est beaucoup de mammifères marins, de reptiles, donc effectivement des animaux qui sont sensibles au bruit, voilà, pour ce qui nous concerne. Puis j'ai envie de dire, la décarbonation, le changement du mode de propulsion, finalement, va aider aussi peut-être demain à réduire les émissions avec des moteurs moins bruyants, même si ce n'est pas le seul sujet. Allez, on s'approche de la conclusion de cette émission. Je vais vous demander à chacun la première mesure que vous aimeriez voir adoptée pour progresser sur ces questions-là, Madame Rouquayrol. Moi, la première mesure, en tous les cas en ce qui concerne notre filière, clairement, parce qu'on est quand même sur une filière qui sont des industries qui construisent des bateaux, quelle que soit leur taille, ou qui arment des bateaux pour transporter soit du fret, soit du touriste, soit du loisir. Moi, je pense que le premier challenge pour notre filière, c'est sa transition écologique elle-même. Aujourd'hui, il y a quand même quelques solutions qui existent, qui ne sont pas faites. Faut pas faire croire, voilà. Mais il y a des solutions qui existent, qui sont prometteuses. Et
ma première, mon premier challenge, ça serait de faire en sorte que cette industrie, cette industrie se saisisse de ces nouvelles technologies et qu'on donne les moyens à la fois financiers et réglementaires, parce qu'il y a aussi des choses tout ça, pour accompagner ces industriels à leur changement, quoi. Monsieur Jouon, c'est possible de tourner le dos au plastique ? Disons qu'aujourd'hui, la problématique du plastique, tout le monde en a conscience, mais en termes réglementaires, finalement, il y a peu de contraintes qui sont mises en place. Moi, dans mes rêves les plus fous, je rêverais que la qualité eau de baignade contienne aussi un aspect quantité de déchets flottants et pas que le volet bactériologique, qui est aujourd'hui l'unique critère de classification des eaux de baignade. Madame Sitores, votre mesure ? Je ne peux rejoindre que celle-là, mais autour de la table aujourd'hui, on est le port, des gens qui travaillent dans le nautisme, dans la voile, les consommateurs. Il n'y a pas les marques autour de la table. C'est-à-dire que ces gens qui utilisent les ports, ces gens qui utilisent les navires, qui sont des marques qui vendent des biens de consommation, moi, mon souhait, c'est qu'elles viennent autour de la table, prennent conscience que lorsque, justement, elles délocalisent ou lorsque, justement, elles empruntent ce transport maritime en particulier, eh bien, il peut y avoir des conséquences environnementales et qu'elles soient prêtes aussi à payer le coût du transport tel qu'il devrait être payé et prennent aussi des engagements environnementaux pour que ce transport-là de marchandises soit moins coûteux pour la nature. Monsieur Plisson, votre mesure ? Ma mesure, produire de l'énergie verte massivement, y compris sur les ports, et l'utiliser pour le transport. Utiliser cette énergie pour le transport des personnes et des marchandises. Vous avez déjà essayé de penser un petit peu d'économie circulaire à l'échelle du port. Voilà, on a plusieurs projets qui tournent autour de ça sur les zones portuaires. On est une zone qui consomme beaucoup d'énergie, mais on a un bon potentiel de production. Et puis, on a toute une filière aussi d'énergie renouvelable, mais c'est une autre histoire. Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. Prochain Dispute en double mercredi soir prochain. Excellente soirée à vous.